Bonsoir à tous, il est 22 h, bienvenue dans cette édition, voici les titres. Première réunion du Conseil supérieur de la statistique ce matin à la primature. Et dans l'actualité internationale, Saeb Erekat, le négociateur en chef palestinien, est mort du Covid-19. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui, mercredi, un message de condoléances au président de l'autorité de transition du Mali, Bah Ndaw, suite au décès survenu lundi soir de l'ancien président de ce pays, Amadou Toumani Touré. Dans son télégramme, le président de la République a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Amadou Touré, qu'il décrit de politique éclairée, qui n'eut de cesse d'œuvrer toujours en faveur de l'équité, de la fraternité et de la cohésion de ses compatriotes. Patriote invétéré, il restera longtemps gravé dans la mémoire des Maliens pour son attachement à l'état de droit et à la démocratie, a écrit le président Guelleh dans son télégramme. Donc, a écrit le président de la République, relayant sa compassion et solidarité ainsi que celle du gouvernement du peuple de Djibouti à la nation sœur malienne tout entière. A noter qu'un message de condoléances a également été envoyé par le président de la République au roi du royaume de Bahreïn, Sa Majesté Hamad Ben Issa Al Khalifa, et à travers lui au peuple frère bahreïni suite au décès survenu aujourd'hui du Premier ministre de ce pays, Cheikh Khalifa Ben Salman Al Khalifa. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé ce matin la première réunion du Conseil supérieur de la statistique au Palais du Peuple. L'ensemble des membres du gouvernement ont pris part à cette réunion avec la participation du commissaire au plan, Amr Ali Saïd, des hauts responsables de la présidence et de la primature et des représentants du département de la statistique. Cette réunion a été l'occasion pour les décideurs de se pencher et de discuter de l'organisation et du fonctionnement du Conseil supérieur de la statistique et les différentes réalisations de l'Institut. Créé en février 2019, l'Institut national de la statistique est un atout pour le développement de la statistique et le renforcement des statistiques du pays. L'institution permet également d'évaluer les politiques, les programmes et projets de développement et la lutte contre la pauvreté. Le département ministériel en charge des statistiques au niveau national a soumis durant la réunion le plan de travail de l'institution pour l'année. La réunion a débattu également de la meilleure approche pour la bonne démarche donc à suivre et du système statistique national. Après les présentations sur le fonctionnement et la stratégie, les ministres se sont focalisés sur le programme statistique pour l'année 2021. Le Premier ministre, prenant la parole durant cette réunion, donc, a demandé l'implication de toutes les institutions, chacune à son niveau, pour la production, la diffusion et l'utilisation des statistiques nationales qui doivent devenir un outil d'aide à la décision publique et privée. On l'écoute. Nous sommes réunis ici en tant que Conseil supérieur de la statistique et en tant qu'aussi membre de ce Conseil supérieur des statistiques. Le Conseil supérieur des statistiques est l'organe suprême de la gouvernance du système de statistiques, tant au niveau de la coordination qu'au niveau de la production de données. L'implication de l'ensemble du gouvernement comme membre de ce Conseil supérieur, sous la houlette du chef de l'État, notre engagement pour la transformation profonde du système national des statistiques. Il est donc attendu de chaque membre de ce gouvernement une forte implication dans le fonctionnement comme dans la gestion des productions des données. Quand je dis une forte implication, ce n'est pas uniquement du membre du gouvernement lui-même, mais aussi des administrations qui lui sont rattachées. Ainsi que des méthodes, des normes de production de données statistiques pour doter le pays de données scientifiques de bonne qualité. La création de l'Institut de statistique en février 2019 constitue une avancée majeure dans la voie vers la production et le développement des statistiques et le renforcement des systèmes de production des statistiques dans le pays.
l'évaluation des politiques, des programmes, des projets de développement et de lutte contre la pauvreté. Conformément aux attributions du Conseil supérieur de la statistique, vous serez donc invités, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, après présentation sur le fonctionnement du Conseil, sur la stratégie de développement de la statistique 2018-2022 et la réforme de la statistique, à vous prononcer sur le programme annuel 2021. Également dans l'actualité présidée par le député Ahmed Roblé, la commission du développement social et de la protection de l'environnement de l'Assemblée nationale a débuté aujourd'hui l'examen du projet de loi portant création de l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité. Cette séance a vu la participation du ministre du Commerce Hassan Ahmed, assisté pour l'occasion des responsables du département ministériel. La commission reprendra l'examen de la nouvelle disposition dans sa réunion du lundi 16 novembre prochain. Et toujours à l'Assemblée nationale, les membres de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan ont reçu les éclairages des membres de la Cour des comptes pour décortiquer les chiffres du projet de loi de règlement pour l'exercice 2019-2020. Cette activité précédant l'examen du projet de loi de finances portant règlement définitif du budget de l'État de l'exercice 2019. La Commission procédera dans les jours qui viennent aux auditions des différents départements ministériels bénéficiaires des dotations budgétaires relevant de ce texte. Engager la poursuite des réunions sectorielles de consultation des parties prenantes autour du projet Initiative pour l'emploi, le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration a organisé la 3e réunion sectorielle avec les corps constitués de la défense et de la sécurité au cours du traditionnel déjeuner professionnel au Djibouti Palace Kempinski. Et la réunion a été présidée par le ministre du Travail, Ismaël Ibrahim Roblé, avec la participation du ministre de la Défense, du ministre de l'Équipement et des Transports, en présence des chefs de corps et auxiliaires de l'armée, la Marine nationale, des gardes-côtes, la Gendarmerie nationale, la Police nationale, la Protection civile et la garde pénitentiaire. L'objectif portait sur l'adhésion et l'association de la Défense nationale et des forces de sécurité au projet Initiative nationale pour l'emploi qui ambitionne de créer 5000 emplois décents pour les jeunes. Et lors de cette réunion, le ministre a brièvement évoqué la structuration et l'organisation du projet. Il a ensuite exprimé son souhait de mettre l'armée nationale au cœur de cette initiative pour contribuer de manière significative à la résorption du chômage des jeunes. Le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui du FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la Population, sur financement de l'Union européenne, a organisé aujourd'hui au Palais du Peuple un atelier d'information, de réflexion sur les mutuelles communautaires de développement. Le thème choisi pour cet atelier d'information est mutuelles communautaires et développement inclusif, enjeux et perspectives. L'objectif de cet atelier sur les mutuelles communautaires et développement dans nos localités, le premier en son genre, vise au partage d'informations, des expériences et à analyser les enjeux de développement communautaire à travers le concept de mutuelle communautaire. Et dans un mot prononcé à cette occasion, la représentante du FNUAP, Amina Abdelkader, a fait part des vives félicitations de la représentante du bureau du FNUAP à Djibouti qui n'a malheureusement pas pu se joindre à cet atelier qui revêt, selon la représentante, une importance capitale pour le FNUAP. De décider si et quand elle désire avoir des enfants, se marier, dire non à la violence et aspirer à une vie digne. C'est dans ce sens que UNFPA est toujours resté engagé dans un partenariat politique et stratégique avec le ministère de la Femme et de la Famille, afin de conjointement contribuer à l'autonomisation des femmes et des filles à travers le développement des mutuelles communautaires. Reconnaissant par là même la vision et l'efficacité d'action du ministère de la Femme et de la Famille qui a su donner un écho national et international au franc succès du concept de mutuelle communautaire comme moyen de réduire les inégalités sociales, et ce, depuis plus de 5 ans. À présent, la mise à l'échelle de l'implémentation des mutuelles communautaires, soutenue par le projet d'appui à l'autonomisation des femmes avec l'appui financier de l'Union européenne, consiste à catalyser et mutualiser les efforts consentis au niveau national sous le leadership reconnu du ministère de la Femme et de la Famille. Et de son côté, la ministre de la Femme et de la Famille s'est dite ravie et honorée de prendre part à cet atelier sur les mutuelles communautaires de développement. On l'écoute.
Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour vous présenter une initiative que le gouvernement de la République de Djibouti, dans plusieurs départements ministériels, le ministère de la décentralisation, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur sont impliqués, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Jeunesse. Plusieurs départements sont impliqués de près ou de loin dans ce programme-là. Ce programme consiste en quoi? Il s'agit d'une nouvelle initiative que le gouvernement, à travers le ministère de la Femme et de la Famille, a initiée il y a de cela à peu près 3 ans. Il a été initié dans les 5 régions de l'intérieur et en particulier les localités éloignées où vivent nos populations et nos populations les plus vulnérables. L'objectif principal de cette initiative de développement communautaire, il s'agit d'organiser une communauté pour qu'elle puisse contribuer à son bien-être, tout d'abord, et en plus qu'elle puisse s'investir pleinement dans son développement local, pour qu'elle puisse identifier ses priorités et puis agir avec, bien sûr, les ministères concernés pour que l'action entreprise, d'abord, soit identifiée par la communauté et par la suite, cette initiative ou ce besoin ou cette activité que la communauté souhaite réaliser puisse être accompagnée, appuyée et encadrée par les départements ministériels concernés. Ce programme-là, il a 2 aspects. Comme je l'ai dit, il y a un aspect bien-être, mais il y a un aspect économique. D'abord, on agit sur l'aspect bien-être des populations. On essaye de répondre aux besoins spécifiques et particuliers du bien-être de la population. Il s'agit de la santé, il s'agit de l'éducation, il s'agit des services de base, il s'agit de l'eau, il s'agit d'infrastructures. Et ensuite, il y a un aspect économique. Une fois que les besoins de bien-être de la population sont effectifs et sont atteints, ce programme agit dans un deuxième domaine, c'est le domaine économique. Le domaine économique, c'est-à-dire comment permettre à ces populations qui ont aujourd'hui un bien-être puissent avoir une autonomie économique et puissent sortir de la précarité. Toujours en nouvelles du pays, l'international camerounais Alexandre Song est arrivé cet après-midi à Djibouti et pour cause, Alexandre Song est engagé par le club djiboutien AS Arta Solar 7 pour 2 ans. À son arrivée, Alexander Song a été accueilli par le président du club AS Arta Solar 7, ses proches collaborateurs et une foule composée de fans et de supporters du club. L'ancien joueur de Bastia, Arsenal et Barcelone a pris la direction par la suite du Djibouti Palace Kempinski pour une conférence de presse aux côtés du dirigeant du club. Et lors de cette conférence de presse donc au Djibouti Palace Kempinski, le président du club, Tommy Tayoro, s'est réjoui donc de la signature du milieu camerounais qui va sans doute, a-t-il dit, rehausser et promouvoir le niveau du foot djiboutien et compte milieu de terrain camerounais. Il a expliqué l'objectif de sa signature pour le club et le choix d'évoluer dans un club comme AS Solar 7. Notre frère qui est là aujourd'hui, Alexandre Song, qui nous a fait l'honneur de venir à Djibouti jouer dans l'équipe de Arta Solar 7. On est très fiers de ça aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a gagné beaucoup de trophées en Europe. Ça a été notre fierté en Europe en tant qu'Africain. Il a joué dans les plus grands clubs. Bon, vous le savez tous, mieux que moi. Il a joué à Barcelone, Arsenal, West Ham, de très grands clubs européens. Et ça a été notre fierté. Moi-même, j'étais très fier de le regarder jouer à la télé. Et j'aurais jamais imaginé aujourd'hui qu'il allait jouer pour Arta Solar 7 ou une équipe africaine. Vous savez, le projet dans la vie, c'est pas que l'argent qui compte. Moi, aujourd'hui, je suis à l'abri du besoin. Je dis Dieu merci. Mais vous savez, le football m'a tellement donné que je dois donner un retour. Le projet que le président m'a donné, je vous dis franchement, c'est du pain béni pour le football ici à Djibouti. Je vous dis honnêtement. Parce que vous savez, je disais, quand j'étais gamin, l'équipe nationale du Cameroun, ils étaient dans un bus. Et moi, j'étais en bas, je courais tout le temps derrière le bus pour voir des joueurs.
Et quand moi j'ai eu la chance d'être dans le même bus et je vois les mêmes petits courir derrière moi, je regarde et je dis, ça c'était moi il y a quelques années. J'ai rêvé, voilà ce que j'ai envie d'apporter. Parce que je sais qu'à Djibouti ici, il y a tellement de talent, il y a beaucoup de choses à faire. À travers moi, ils peuvent rêver et réussir dans la vie. Voilà, moi je suis venu transmettre. C'est ce que je suis venu faire. Et j'ai dit, vous avez la chance d'avoir un monsieur comme ça. J'ai dit, franchement, bravo. Bravo. Parce que si on me disait il y a quelques années que je devais croiser une personne comme ça avec cette vision du football pour l'Afrique, parce que vous savez, dans la vie, nous sommes nés pauvres. Et le football fait rêver. Grâce au football, on devient grand. Et aujourd'hui, ces petits garçons, je les ai vus à l'aéroport, les yeux brillaient. Moi aussi, c'est la même chose il y a quelques années. Mes yeux brillaient quand je voyais. Voilà ce que je suis venu faire. Mon travail, c'est ça. Et la conférence de presse s'est poursuivie avec la séance des questions posées par les journalistes donc présents sur place pour la couverture de cet événement. Il s'agit donc des questions du journaliste de la radiodiffusion télévision de Djibouti, Hamza Mohamed, et du journaliste Arte Abdelrahim, du journal La Nation, qui était présent lors de cette conférence de presse. Des questions donc qui ont été posées au président du club et aux joueurs venus donc compléter ce club. Nous les écoutons. Surpris avec Alexandre Zank. Quel autre joueur qu'on peut s'attendre de vous? Quand on a confiance en soi, on est capable de beaucoup de choses. Aujourd'hui, cette main tendue, Alexandre nous l'a tendue. Donc, il est là lui-même déjà. C'est déjà quelque chose de très costaud. Et je peux vous rassurer, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai peur de rien vraiment. Donc, c'est parti, hein. On ne sait pas ce que ça va nous ramener, mais Alexandre est venu aujourd'hui. J'ai pas peur d'amener les plus grands ici aujourd'hui à Djibouti. Dans une interview accordée l'année dernière à un confrère britannique, vous avez confié que le joueur africain évoluant à l'extérieur du continent se devait de promouvoir à leur manière à l'épanouissement du football africain. Votre arrivée à Djibouti répond-elle à cet objectif? Je pense qu'en tant qu'ambassadeur de l'Afrique aujourd'hui, nous devons promouvoir le football africain. Et ça, c'est logique, hein, c'est légitime. Vous savez, j'ai dit, nous faisons rêver des gamins. Et grâce à ce qu'on produit sur le terrain, nous faisons rêver le continent. Vous voyez, aujourd'hui, on voit Sadio Mané, ce qu'il fait à Liverpool aujourd'hui. Si on va dans la rue aujourd'hui, on verra beaucoup d'enfants aujourd'hui qui veulent être Sadio Mané. Et notre devoir, c'est de pouvoir les faire rêver, puisque nous avons rêvé il y a quelques années. Leur donner cette envie de croire en eux, à se dire qu'on vient des quartiers difficiles, on vient des pays pauvres, mais nous pouvons y arriver. C'est ça le message qu'il faut faire passer. Qu'est-ce qu'a pu vous dire le président d'Arta Solar? Quels ont été ses arguments pour convaincre de signer à Djibouti? Merci. Non, les mots. Quel genre de mots qu'il a employé? Moi, je suis là pour transmettre. Comme le président m'a montré un projet qui était un projet pour transmettre, parce que lui veut transmettre. Et comme moi je suis dans la voie, je ressens ça, de transmettre. C'est pour ça qu'il m'a convaincu. Il m'a dit, ok, je te donne les 2 ans, nous allons travailler ensemble pour pouvoir promouvoir le football ici aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas seulement pour son club, c'est pour tout le pays. Parce qu'en passant tout à l'heure, moi je ne savais même pas, c'est la première fois que je viens ici. J'ai vu trop de gamins jouer dans la rue, comme si je jouais au football. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, on va trouver des jours où on doit partir rencontrer ces petits dans la rue, essayer de jouer avec eux. C'est ça, voilà la beauté de la chose. Ce n'est pas tous les présidents qui le font. J'ai dit, on passait. Il m'a dit, la prochaine fois, on va trouver les moyens, comment aller rencontrer ce jeune, tu passeras le temps de jouer avec eux. Il m'a touché encore plus. Et après la conférence de presse au Djibouti Palace Kempinski, le président du club AS Arta Solar 7, Tomi Tayoro, a dévoilé donc le maillot et le nouveau numéro qui est attribué au joueur Alexandre Son qui s'est engagé avec AS Arta Solar 7 pour 2 ans. Le milieu de terrain camerounais portera le numéro 17.
Santé à présent, donc place au communiqué de presse Covid-19 qui nous est émis par le ministère de la Santé quotidiennement. Et pour ce mercredi 11 novembre 2020, les principales données relatives à l'évolution de l'épidémie de la Covid-19 en République de Djibouti se présentent comme suit. 4 patients déclarés guéris, 286 tests pratiqués, 2 cas positifs et heureusement 0 cas de décès. Et le bilan global se présente comme suit depuis le début de la crise de la Covid-19 en République de Djibouti. 87 548 tests ont été réalisés, 5 635 personnes ont été diagnostiquées positives à la Covid-19, 5 501 cas ont été déclarés guéris et toujours 61 décès dus à l'infection à la Covid-19 qui ont été enregistrés. Demeurant vigilants, respectant les gestes barrières, protégeons-nous les uns les autres. Une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme a effectué hier une visite notifiée à la prison civile de Gabod. Ces visites s'inscrivent dans la mission première de la CNDH qui consiste à contribuer à la promotion et à la protection des droits de l'homme dans tous ses aspects. Elle veille également au respect des engagements de la République de Djibouti concernant les instruments internationaux et régionaux ratifiés par notre pays. En ce sens, à l'issue de chaque visite, elle adresse aux autorités compétentes en la matière un rapport qui comporte ses observations et ses recommandations. Et comme à l'accoutumée, la délégation s'est entretenue avec la direction de la prison centrale de Gabod et les prisonniers pour recueillir leurs doléances et leurs plaintes éventuelles. Elle s'est rendue également dans tous les quartiers de la prison, à savoir les quartiers des femmes, celui des hommes et des mineurs. Et par ailleurs, pour la 2e année consécutive, la délégation de la CNDH a distribué un questionnaire complété par les prisonniers afin de recueillir leurs doléances de la manière la plus anonyme. Elle s'est aussi assurée de la disponibilité de stocks suffisants de médicaments et de nourriture ainsi que de la tenue du greffe. Autre nouvelle du pays, le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé au Djibouti Palace Kempinski un atelier de l'analyse des goulots d'étranglement pour le secteur eau et hygiène assainissement en milieu rural. L'objectif de cet atelier était de chercher à dégager un consensus sur les problèmes sectoriels et les solutions pratiques qui peuvent être mises en œuvre pour donner une impulsion au progrès et à la réforme du secteur et mobiliser donc les ressources nécessaires à leur mise en œuvre. Cet atelier se déroulera durant 3 jours au Djibouti Palace Kempinski et au cours de la cérémonie d'ouverture, la représentante de l'UNICEF et le directeur de l'eau au ministère de l'Agriculture se sont dit fiers et honorés de participer à cet atelier. Ils ont par ailleurs indiqué l'objectif de cet atelier. Et de l'hygiène aux populations les plus vulnérables en milieu rural. Grâce à la contribution aux actions de construction et réhabilitation des points d'eau et d'actions d'hygiène et d'assainissement, l'UNICEF a permis à plusieurs milliers de personnes et de familles d'avoir un accès amélioré à l'eau potable et aux infrastructures améliorées d'assainissement, ainsi que de bénéficier des actions de promotion de l'hygiène, y compris dans le cadre de la réponse WASH aux urgences comme l'inondation et la pandémie. Afin de soutenir et garantir l'accès à l'eau potable et l'assainissement et l'hygiène pour atteindre les objectifs de développement durable, ODD 6, un outil en ligne WashBad, outil d'analyse de goulots d'étranglement, a été développé. L'outil permet l'élaboration des plans chiffrés et hiérarchisés pour éliminer les goulots d'étranglement qui limitent les progrès dans le secteur de l'eau, d'assainissement et d'hygiène. Je me réjouis grandement de la tenue de cet atelier qui n'est pas une simple discussion. Je lui souhaite un franc succès afin que des initiatives de ce genre soient multipliées et puissent renforcer la collaboration entre l'UNICEF et le ministère de l'Agriculture pour les intérêts communs et le bien-être de nos populations respectives. Et par la suite, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture s'est quant à lui réjoui de la tenue de cet atelier, tout en rappelant les tenants et aboutissants. On l'écoute. La crise récurrente que connaît notre pays et constitue l'un des principaux défis en milieu rural, placé sous la priorité, parmi les priorités du gouvernement. Les facteurs inhérents à la sécheresse contribuent à augmenter de manière significative à la vulnérabilité des populations, notamment les populations rurales et les plus pauvres. De plus, à la crise de sécheresse se superposent plusieurs autres facteurs, dont notamment la recrudescence des flux de réfugiés et de déplacés,
internes, des inondations qui surviennent parfois même en pleine crise de sécheresse et des changements climatiques. Les différentes activités menées par le ministère de l'Agriculture dans le cadre du développement du secteur eau, hygiène, assainissement ces dernières années ont permis d'atteindre des succès appréciables, en particulier dans le domaine de réalisation des ouvrages hydrauliques et d'une manière globale dans la lutte contre la soif. Cet effort au niveau des décideurs politiques est accompagné par des réformes institutionnelles garantissant la mise en place de plusieurs documents stratégiques qui ont été élaborés en partenariat avec les différents partenaires, notamment la planification stratégique du secteur eau avec les programmes PNIEA, la planification stratégique du secteur eau avec la stratégie de l'assainissement individuel, les PSAI, la stratégie nationale de gestion participative des points d'eau en milieu rural, les plans de contingence nationale du secteur WASH. Ces documents permettent de mettre à la disposition des autorités nationales, régionales et des décideurs du secteur un outil opératif permettant la planification du secteur WASH en milieu rural. Mais malheureusement, avec tous ces investissements et toutes ces réformes mentionnées ci-dessus, la pérennité et la fiabilité de l'accès à l'eau, des services de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène en milieu rural restent des défis majeurs pour toutes les parties prenantes dans ces activités. Mesdames et messieurs, c'est dans ce cadre que le ministère de l'Agriculture, avec l'UNICEF, a décidé d'organiser et de procéder à l'analyse des goulots d'étranglement pour le secteur eau, avec l'appui financier de l'UNICEF, afin de pouvoir identifier les facteurs empêchant la réalisation des objectifs du secteur. Dans la journée d'hier, le colonel Waïs Omar Bourré, commandant les gardes-côtes djiboutiens, et le général Stéphane Dupont, commandant les forces françaises stationnées à Djibouti, ont organisé conjointement la cérémonie de clôture de plusieurs types de formations maritimes au camp d'Oralé de la garde-côte. Ces différentes formations ont été essentielles pour le renforcement de la capacité opérationnelle afin d'assurer efficacement la sécurité et la sûreté du domaine maritime djiboutien et celui de la région. Ces formations, en conséquence de la très bonne relation entre les FFDJ et la garde-côte djiboutienne, ont aussi contribué, au-delà de l'aspect professionnel, à l'instauration des relations amicales et des confiances entre les officiers des deux institutions. Ces formations prodiguées par les instructeurs des forces françaises stationnées à Djibouti témoignent également de la qualité des relations historiques entre les deux pays amis et frères, la République de Djibouti et la République française. Et la cérémonie de clôture de plusieurs types de formations maritime s'est achevée par la remise des certificats au profit des différents stagiaires. Écoutons à présent l'intervention du général Stéphane Dupont, commandant les forces françaises stationnées à Djibouti. Dans le cadre que le Waïs a bien souligné de notre coopération opérationnelle qu'entretiennent les forces françaises stationnées à Djibouti avec son partenaire historique et privilégié, nous sommes tous réunis aujourd'hui afin de procéder ensemble à la remise des certificats de formation aux stagiaires des gardes-côtes qui attendent tous derrière. En premier lieu, je souhaitais, mon colonel, mon cher Waïs, te remercier de m'avoir invité à coprésider cette cérémonie ce matin. Ton implication également dans ces différentes formations atteste une fois de plus l'importance que Djibouti accorde à la formation de ses cadres et stagiaires et dans la mission particulière des gardes-côtes, mission importante comme ça a été souligné, utile au quotidien. Et je profite de cette occasion de te remercier du sauvetage effectué par les gardes-côtes il y a maintenant une dizaine de jours au profit d'une famille des forces françaises de Djibouti dans le golfe de Tadjoura. Garde-côtes, ce n'est pas seulement dans ces formations la mission opérationnelle sur le CK de la plongée, mais c'est aussi, et c'est tout à ton honneur de développer tous ces éléments, des formations dites de soutien qui te permettent une certaine autonomie
résinage, plastique, soudure. Et ce qui montre bien l'ampleur que prennent les gardes-côtes en ce moment, en tant que, si je raisonnais entre armées, je dirais une armée presque autonome. Je suis content de voir que finalement, au sein des FFDJ, toutes les formations de FFDJ qui ont contribué à ces formations, elles soulignent que tout cela, ce qui m'est remonté, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ton personnel a été toujours motivé, enthousiaste, professionnel, attentif, ce qui fait que toute cette formation elle a une réelle utilité et que maintenant, j'espère que vous avez toute autonomie pour mettre en œuvre à votre niveau. On sera toujours en soutien si tu fais appel à nous. Donc je pense que maintenant, tous les stagiaires, vous pouvez être fiers de détenir bientôt, quand il vous sera remis, ce certificat. Et je vous en adresse mes plus vives félicitations, puisque l'occasion m'en est donnée. Je crois qu'il faut continuer. C'était presque une première étape. Donc continuons à nous inscrire dans cette dynamique de formation et d'entraînement conjoint entre nos forces pour une coopération qui se veut fructueuse, enrichissante et sur le long terme. Je vous remercie de votre attention. Et de son côté, le colonel Waïs Omar Bougouré s'est réjoui donc de la clôture de ces différentes formations. Ça a permis de rendre hommage à la très bonne relation historique entre les deux pays frères et amis, la République de Djibouti et la République française. Cette très belle coopération a permis d'instaurer un climat de confiance, de travail et de bonne coordination entre les forces françaises stationnées à Djibouti et la garde-côte djiboutienne pour aboutir à la bonne réalisation des formations touchant plusieurs spécialités et plusieurs secteurs, très essentiels pour la réussite des différentes missions dévolues à la garde-côte djiboutienne. On vous remercie infiniment, Monsieur le Général. Ces formations, il s'agisse de formation de police judiciaire, formation sur l'initiation de la soudure, formation sur l'initiation de la plasturgie, résinage, formation sur l'initiation de froid et de climatisation, formation sur l'intervention et sauvetage subaquatique, et formation sur l'incendie et le secourisme. Et enfin, la formation des commandos, qu'on a dit formation de la CECAD à Balacharta. Je tiens à saisir cette occasion pour remercier chaleureusement et exprimer notre gratitude et notre sympathie au général Steven Dibon, qui s'est beaucoup investi et impliqué au renforcement de cette coopération et au bon déroulement de ces formations dans le cadre de la coopération opérationnelle. L'honneur de cette réussite lui revient amplement. Enfin, j'envoie mes félicitations aux différents stagiaires qui ont montré de sérieux, de l'assiduité et du professionnalisme durant toute la durée de leur formation respective. Je les exhorte fortement d'abord de reproduire sur le terrain les connaissances acquises et d'essayer aussi de transmettre les savoirs aux autres personnels de la garde-côte qui n'ont pas eu la chance de profiter. Vive l'amitié franco-djiboutienne, vive les relations professionnelles et fraternelles entre la garde-côte djiboutienne et les forces françaises stationnées à Djibouti. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Au Congo, au moins 83 000 personnes sont touchées par les inondations provoquées par les pluies diluviennes qui s'abattent depuis juillet dans la partie nord du Congo, selon le Programme alimentaire mondial qui a annoncé un financement d'1 million de dollars pour les premières distributions d'urgence. Face à cette situation, le gouvernement congolais a décrété la semaine dernière l'état d'urgence humanitaire et sollicité l'intervention des partenaires internationaux. L'année dernière, les inondations avaient touché plus de 200 000 personnes sur l'ensemble du pays, avaient estimé en février les autorités gouvernementales.
Et enfin, Saïb Erakat, l'une des personnalités politiques palestiniennes les plus connues à l'étranger, est décédé hier à l'âge de 65 ans après avoir contracté le nouveau coronavirus, laissant les Palestiniens orphelins d'un grand combattant pour la paix. Atteint de fibrose pulmonaire et greffé du poumon, le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine est décédé à l'hôpital Hadassah de Jérusalem, où il avait été admis le 18 octobre. Pleurant la mort de son ami et frère, le président palestinien Mahmoud Abbas a déploré une perte immense pour la Palestine et le peuple palestinien. En tant que négociateur en chef côté palestinien, il avait participé à de nombreux pourparlers de paix avec Israël, actuellement dans l'impasse. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.